Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Pharmactuel. Je suis Ida. Et je suis Kai. Ravi que vous soyez à nouveau des nôtres aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons choisi un sujet qui est devenu de plus en plus présent ces dernières années, aussi bien dans la recherche que dans la pratique, les incrétines. Exactement. Les incrétines sont des hormones libérées par l'intestin grêle après les repas et qui régulent, entre autres, la glycémie. Cela peut sembler anodin, mais elles ont un grand potentiel dans le traitement de maladies répandues comme le diabète de type 2 et l'obésité. Et ce qui est fascinant, c'est que l'histoire de ces hormones remonte à loin. Dès le début du XXe siècle, on soupçonnait que certaines substances provenant de l'intestin influençaient le pancréas. Mais il a fallu des décennies pour vraiment comprendre le rôle des incrétines dans le métabolisme du glucose. Aujourd'hui, nous savons que les deux principaux représentants des incrétines sont le GLP-1 et le GIP. Ils influencent non seulement la libération d'insuline, mais aussi la sensation de faim, le poids corporel et même le système cardiovasculaire. Donc, loin d'être une simple note de bas de page en médecine, dans cet épisode, nous allons expliquer comment fonctionnent les incrétines, comment elles ont influencé le développement des médicaments et pourquoi elles suscitent actuellement une si grande attention. Et nous examinerons bien sûr aussi les opportunités et les risques pour les patients, et ce que cela signifie pour le conseil en pharmacie. Restez donc à l'écoute, c'est parti! Ida, avant d'aborder les médicaments, regardons de près comment les incrétines agissent réellement dans le corps, car c'est la base de tout ce qui suit. Très volontiers, Kai. Alors, les deux principales hormones incrétines sont le GIP, le glucose-dépendant insulinotropique peptide, et le GLP-1, glucagon-like peptide 1. D'accord. Le GIP est libéré quelques minutes après l'ingestion de nourriture dans la partie supérieure de l'intestin grêle. Le GLP-1, en revanche, est libéré plutôt dans la partie postérieure de l'intestin grêle et même dans le côlon. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux hormones agissent principalement sur le pancréas. Dès que la glycémie augmente après un repas, elles envoient un signal pour que les cellules bêta libèrent de l'insuline. Et le GLP-1 peut faire encore plus. Il freine simultanément la libération de glucagon par les cellules alpha. Exactement. C'est malin, car moins de glucagon signifie que le foie libère moins de sucre dans le sang. Il y a donc une double réduction de la glycémie, plus d'insuline, moins de glucagon. C'est comme une synergie parfaite. Une pédale accélère, l'autre freine. Sauf qu'ici, les deux agissent dans la même direction, vers une glycémie plus stable. Et un autre point intéressant, l'effet est glucose dépendant. C'est-à-dire que si la glycémie est basse, il ne se passe rien. Pas de sécrétion d'insuline, pas d'inhibition du glucagon. Ainsi, le corps se protège des hypoglycémies dangereuses. Très élégant. Mais les incrétines n'agissent pas seulement sur le pancréas. Le GLP-1, par exemple, retarde également la vidange gastrique, ce qui nous permet de nous sentir rassasiés plus longtemps. Cela nous amène au fameux effet incrétine. Pourrais-tu expliquer cet effet, Kai ? Bien sûr, si nous donnons 50 grammes de glucose à une personne saine, une fois sous forme de boisson et une fois par voie intraveineuse, le résultat est étonnant. L'administration orale entraîne une augmentation nettement plus forte de la production d'insuline. Intéressant ? Bien que la courbe de glycémie soit presque identique, le corps produit jusqu'à 2 fois plus d'insuline avec la variante buvable. Et c'est précisément l'effet incrétine. Cela montre que l'intestin est plus qu'un simple organe digestif. Il communique également avec le pancréas. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, cet effet est nettement atténué. La régulation naturelle du corps ne suffit plus et le recours à des médicaments peut s'avérer nécessaire. Un autre acteur clé est l'enzyme dipeptidyl, peptidase 4 ou DPP4 en abrégé. Elle dégrade le GLP-1 et le GIP extrêmement rapidement en seulement 2 à 3 minutes. C'est comme si on allumait la lumière et juste après, quelqu'un débranchait la prise. C'est une bonne image. Sans la DPP4, l'effet incrétine durerait bien plus longtemps. Avec cette enzyme, il s'évanouit rapidement, à moins d'intervenir thérapeutiquement. Et ainsi, le pont vers les médicaments est déjà jeté. Mais avant de poursuivre, les incrétines n'agissent pas seulement sur le métabolisme du sucre. Elles ont aussi des effets sur le système cardiovasculaire, dans le tissu adipeux et dans le cerveau. Oui, des études montrent par exemple que le GLP-1 améliore la circulation sanguine, peut légèrement réduire la fréquence cardiaque et même développer des effets neuroprotecteurs. À entendre tout cela, on se demande presque pourquoi l'idée d'utiliser ces hormones à des fins thérapeutiques ne nous est pas venue plus tôt. Oui, c'est vrai. Mais comme souvent en médecine, il faut du temps pour assembler les pièces du puzzle. Aujourd'hui, heureusement, nous pouvons nous appuyer là-dessus. En résumé, les incrétines sont des hormones intestinales qui stimulent la libération d'insuline inhibant le glucagon, favorisent
la sensation de satiété et exercent d'autres effets dans tout le corps. Ce sont donc deux petits, tout en un, mais malheureusement très éphémères. Et c'est précisément là que les médicaments interviennent. Tu l'as dit, après avoir examiné la physiologie, on entre dans le vif du sujet. Quels médicaments basés sur les incrétines avons-nous aujourd'hui? Il y a deux grands groupes, les agonistes des récepteurs GLP-1 et les inhibiteurs de la DPP-4. Commençons par les agonistes des récepteurs GLP-1, parfois appelés mimétiques d'incrétine. Ils imitent le GLP-1 naturel du corps, mais sont chimiquement modifiés pour ne pas être immédiatement dégradés par l'enzyme DPP-4. Exactement. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas seulement quelques minutes, mais de nombreuses heures, voire des jours. Et c'est là le point crucial. Alors que le GLP-1 naturel disparaît du sang après seulement 2 minutes, les médicaments peuvent être injectés quotidiennement ou même seulement une fois par semaine, selon la substance. Les représentants typiques sont l'exénatide, le liraglutide, le dulaglutide et le sémaglutide. Le sémaglutide est probablement le représentant le plus connu, notamment en raison de sa large couverture médiatique. La soi-disant injection minceur Wegovy a fait l'objet de nombreux reportages. Exactement. Le sémaglutide existe non seulement sous forme d'injection hebdomadaire, mais aussi sous forme de comprimé, Rybelsus. Pour de nombreux patients, c'est une petite révolution, car la réticence aux injections disparaît. Et l'effet est impressionnant. Dans des études comme les séries STEP et SUSTAIN, le sémaglutide a montré une réduction significative de la glycémie à long terme, de l'HbA1c, souvent de plus d'1%, et simultanément des pertes de poids de 5 à 10%. Avec le tirzépatide, qui active les récepteurs GIP et GLP-1, les valeurs sont encore plus significatives. Et c'est vraiment impressionnant. Passons au second groupe, les inhibiteurs de la DPP-4, aussi appelés gliptines. Leur mode d'action est très différent. Ils n'imitent pas le GLP-1, mais empêchent le GLP-1 et le GIP endogène d'être dégradés aussi rapidement. Et cela en fait une sorte d'amplificateur du système naturel. L'effet est plus faible que celui des agonistes du GLP-1, mais les médicaments sont très bien tolérés. Parmi les classiques, on trouve la sitagliptine, la vildagliptine et la saxagliptine. Leur avantage, une prise orale une fois par jour, peu d'effets secondaires et aucun risque d'hypoglycémie. Leur inconvénient, le taux de glycémie à long terme HbA1c ne diminue que modérément, en moyenne de 0,5 à 0,8%. Cela les rend intéressantes pour les patients et patientes qui ne peuvent ou ne veulent pas faire d'injection, ainsi que pour ceux pour lesquels une forte réduction de la glycémie n'est pas nécessaire. Si l'on compare les deux groupes, on pourrait dire les agonistes du GLP-1 sont le turbo, les gliptines plutôt la touche finale. Cela résume très bien la situation de manière imagée. Et si nous regardons vers l'avenir, nous voyons déjà la prochaine génération, les soi-disant triples agonistes, qui influencent simultanément le GLP-1, le GIP et le glucagon. Les premiers résultats montrent des effets encore plus marqués sur la glycémie et le poids. Cela montre que nous n'en sommes qu'au début d'un développement. Les médicaments basés sur les incrétines ont déjà transformé la thérapie du diabète et de l'obésité. Et ils pourraient jouer un rôle bien plus important dans les prochaines années. Et c'est exactement ce qui en fait l'un des sujets les plus passionnants de la pharmacologie actuelle. Kai, nous avons beaucoup parlé du mode d'action et des substances elles-mêmes. Mais la vraie question que se posent nos auditeurs et auditrices est quand exactement utilisons-nous ces médicaments? L'indication principale reste le diabète de type 2. Les médicaments à base d'incrétine sont désormais un élément essentiel des directives internationales. Les agonistes des récepteurs GLP-1 et les inhibiteurs de la DPP-4 ont tous deux leur place, selon le groupe de patients et l'objectif thérapeutique. Et l'essentiel est, ils ne sont pas seulement des hypoglycémiants. Les agonistes du GLP-1 réduisent de manière fiable l'HbA1c, souvent d'1% entier ou plus, mais ils ont aussi un effet réducteur de poids. C'est un énorme avantage, car de nombreux diabétiques de type 2 luttent également contre le surpoids. Absolument. Dans les études avec le sémaglutide ou le liraglutide, les patients ont perdu en moyenne 10 à 15% de leur poids corporel. Avec le double agoniste GIP-GLP1, le tirzépatide, c'était même encore plus. Et nous savons, chaque kilo perdu compte. Même une perte de poids de 5 à 10% peut améliorer la sensibilité à l'insuline, abaisser la tension artérielle et normaliser les taux de lipides sanguins. Cela signifie moins d'infarctus, moins d'AVC, moins de séquelles. Cela nous amène directement au prochain grand sujet, les avantages cardiovasculaires. Certains agonistes du GLP-1 ont montré dans de vastes études qu'ils peuvent réduire le risque d'infarctus, d'AVC et de décès cardiovasculaires. Et c'est un changement de paradigme.
Pendant longtemps, nous avons eu des médicaments qui régulaient efficacement la glycémie, mais n'avaient aucune influence sur le pronostic. Aujourd'hui, nous parlons d'une véritable modification de la maladie. C'est important de le souligner, car la plupart des personnes atteintes de diabète de type 2 ne meurent pas de l'hyperglycémie elle-même, mais des complications. Si nous pouvons intervenir de manière ciblée ici, nous modifions durablement le pronostic. Les avantages ne s'arrêtent pas là. Des indications suggèrent que les agonistes du GLP-1 ont également un effet néphroprotecteur, c'est-à-dire qu'ils protègent les reins. Par exemple, en réduisant l'albuminurie. C'est un effet additionnel précieux, surtout pour les personnes atteintes de néphropathie diabétique. Et cela en fait une option vraiment polyvalente. Mais nous ne devons pas seulement nous concentrer sur le diabète, car les agonistes du GLP-1 sont désormais également approuvés pour l'obésité sans diabète. Exactement. Le sémaglutide à plus forte dose en est le parfait exemple. Et les résultats sont impressionnants. Certains patients perdent plus de 15% de leur poids. C'est presque comparable à la chirurgie bariatrique, mais sans opération. Mais il faut aussi rester réaliste. La perte de poids ne concerne pas seulement la masse grasse, mais aussi la masse musculaire. Des études montrent qu'environ un tiers du poids perdu est de la masse musculaire. C'est pourquoi la musculation associée et une alimentation équilibrée sont si importantes. C'est un aspect de conseil très pratique pour nous en pharmacie. Nous pouvons souligner que l'exercice physique, et spécifiquement le renforcement musculaire, ainsi qu'une alimentation saine devraient être des éléments centraux de la thérapie. Un autre point, ces médicaments ne sont pas destinés uniquement aux diabétiques classiques. De plus en plus de directives les recommandent également plus tôt dans le cours de la maladie, en particulier chez les patients en surpoids ou présentant des facteurs de risque cardiovasculaire. C'est-à-dire, non pas comme dernière étape d'escalade quand tout le reste a échoué, mais parfois directement après la metformine, donc assez tôt dans la thérapie. Exactement. Et cela est particulièrement vrai pour les personnes ayant déjà eu un infarctus ou une maladie cardiovasculaire avérée. Ici, le bénéfice additionnel est clairement démontré. Et qu'en est-il des inhibiteurs de la DPP4 ? Ils démontrent surtout leur efficacité chez les patients âgés qui refusent les injections ou présentent un risque accru d'effets secondaires. Ils sont neutres sur le poids, ont un excellent profil de sécurité, sont abordables et faciles à prendre sous forme de comprimés. Mais, et c'est l'inconvénient, ils n'ont pas d'avantage cardiovasculaire prouvé. C'est exact. C'est pourquoi ils sont souvent le deuxième choix lorsque les agonistes du GLP-1 ne sont pas envisageables. Mais ils ont néanmoins leur utilité, surtout en cabinet généraliste et chez les patients âgés et polypathologiques. Peut-être pouvons-nous résumer ainsi. Les agonistes du GLP-1 sont les stars, puissantes, polyvalentes, avec des bénéfices supplémentaires pour le cœur et le poids. Les inhibiteurs de la DPP4 sont les coéquipiers fiables, moins d'effets, mais sûrs et adaptés à la vie quotidienne. C'est tout à fait ça. Et je crois que cela aide aussi nos auditeurs à mieux comprendre les différences. Nous avons jusqu'à présent discuté des nombreux avantages de la thérapie par incrétine. Mais bien sûr, il y a aussi des effets secondaires et des points auxquels nous devons faire attention en pratique. Exactement. Les effets indésirables les plus fréquents avec les agonistes des récepteurs GLP-1 sont les troubles gastro-intestinaux, nausées, vomissements, diarrhée ou sensation de gonflement. Près d'un patient sur 3 ou 4 est concerné. Cela semble désagréable, mais la bonne nouvelle est que ces symptômes s'améliorent généralement après quelques semaines. Il est important de prendre de petits repas, de manger lentement et de consommer moins d'aliments gras. Et une augmentation progressive de la dose est cruciale. Oui, et parfois, il suffit de préparer les patients. S'ils savent que ces troubles sont normaux et temporaires, ils sont plus susceptibles de persévérer. Ensuite, il y a les discussions sur la sécurité concernant la pancréatite, rare mais à prendre au sérieux. Des douleurs abdominales soudaines et intenses sont un signal d'alarme. De plus, des tumeurs thyroïdiennes ont été observées lors d'études animales. Chez l'homme, cela n'a pas encore été confirmé, mais la prudence est de mise, surtout en cas d'antécédents pertinents. Pour les inhibiteurs de la DPP4, le profil d'effets secondaires est très limité. Des infections des voies respiratoires supérieures ou des douleurs articulaires sont parfois signalées, mais globalement, ils sont très bien tolérés. Exactement. Kai. Les effets secondaires sont donc généralement gérables. Le plus grand défi est de créer des attentes réalistes et d'accompagner les patients sur le long terme. Mais la question est tout aussi importante, comment sont-ils utilisés et à quoi devons-nous faire attention lors du conseil ? Bonne question. Commençons par les agonistes des récepteurs GLP-1. La plupart sont des injections, soit quotidiennes, soit hebdomadaires. Cela inquiète beaucoup de patients au début, comme nous l'avons déjà dit. Oui, la réticence à faire une injection est grande. Mais la bonne nouvelle, les stylos sont très faciles à utiliser et les aiguilles extrêmement fines.
Beaucoup ne sentent presque pas la piqûre. La technique d'injection est cependant importante. Beaucoup de patients ne savent pas combien de temps laisser le stylo sur la peau, comment ajuster la dose ou quelles précautions prendre en voyage. À la pharmacie, nous pouvons leur donner des conseils pratiques qui les rassureront grandement. Et il y a des règles claires, injection dans le tissu adipeux sous-cutané, de préférence au niveau de la cuisse ou éventuellement de l'abdomen. Important, changer régulièrement de site d'injection pour éviter les irritations cutanées. Exactement. Et le sémaglutide existe aussi sous forme orale. Cela semble plus pratique, mais les consignes de prise sont strictes. Le matin à jeun, avec un verre d'eau, et ne rien manger ni boire pendant au moins 30 minutes après. Ce n'est pas toujours facile au quotidien, surtout pour les personnes qui doivent rapidement quitter la maison le matin. Il est donc utile de discuter de la forme la mieux adaptée, une injection une fois par semaine ou un comprimé chaque matin avec ses contraintes. Les inhibiteurs de la DPP-4 sont bien plus simples. Des comprimés une fois par jour, indépendamment des repas. Ils sont très bien tolérés, d'où leur bon choix pour certains patients. Lors du conseil, il est aussi important de tenir compte des attentes. Certains voient les agonistes du GLP-1 comme un produit miracle pour maigrir. Mais nous devrions souligner, ils fonctionnent le mieux en combinaison avec l'exercice physique et une alimentation saine. Il faut aussi noter qu'après l'arrêt du traitement, une nette prise de poids survient dans la plupart des cas. Seule la poursuite de la thérapie peut stabiliser le poids perdu. Exactement. Et n'oublions pas, les coûts et le remboursement. Ces médicaments sont nettement plus chers que les antidiabétiques classiques. Le remboursement par l'assurance maladie dépend de l'indication. Nous devrions aussi communiquer cela de manière transparente. En bref, pour les thérapies basées sur les incrétines, le conseil professionnel est aussi important que la prescription elle-même. Car ce n'est que si les patients comprennent l'utilisation, si leurs attentes sont réalistes et si les effets secondaires sont expliqués, que la thérapie restera efficace à long terme. Exactement. Kai, et c'est ce qui rend ce domaine si passionnant. Nous pouvons vraiment faire une différence ici avec nos conseils. Jetons maintenant un coup d'œil à l'avenir. Kai, ta prédiction? À ton avis, où va l'avenir avec les incrétines? Je pense que nous n'en sommes qu'au début. Avec des substances comme le tirzépatide qui combine GIP et GLP-1, nous avons déjà vu la prochaine étape. La perte de poids était, dans les études, presque 2 fois plus élevée qu'avec les agonistes GLP-1 classiques. Et des recherches sont menées sur de soi-disant triple agonistes, c'est-à-dire des substances actives qui influencent simultanément le GLP-1, le GIP et le glucagon. Les premiers résultats sont très prometteurs, encore plus de perte de poids, un contrôle encore meilleur de la glycémie. Je trouve aussi fascinant que la recherche dépasse largement le diabète. On observe des indices de protection cardiovasculaire, de potentielle néphroprotection et même d'effets sur le système nerveux central. Des applications pour les maladies neurodégénératives pourraient donc être envisageables. Cela montre que les incrétines ne sont pas une mode passagère ou une tendance des médias sociaux, mais un changement de paradigme durable en médecine métabolique. Et il reste fascinant d'observer l'évolution de ce domaine. Verrons-nous d'ici quelques années de toutes nouvelles indications que nous pouvons à peine imaginer aujourd'hui? Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, avec les incrétines, nous n'en sommes qu'au début. Il reste donc passionnant de voir comment ce domaine évoluera dans les prochaines années. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez pu tirer de nombreuses informations éclairantes et inspirantes du monde des incrétines, et peut-être aussi un peu de curiosité pour ce qui est à venir. Oui, et peut-être aussi quelques idées que vous pourrez appliquer directement dans votre quotidien professionnel. Pour plus d'informations, nous vous renvoyons volontiers à la publication détaillée dans le numéro 5 de Pharmactuel. Vous y trouverez tous les contenus résumés de manière concise et claire. Nous vous remercions sincèrement de votre écoute et serions ravis de vous retrouver la prochaine fois. D'ici là, nous vous souhaitons le meilleur.